Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tous, merci de nous accueillir Diverset pour ce webinaire dans votre confrérie B2B. Donc je vais vous présenter un petit peu, alors déjà très rapidement, Diverset, qui on est, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et ensuite, donc on parlera un petit peu de nettoyage, de comment nettoyer, et on détaillera, avant de passer la main à mon collègue Biomérieux, David, on détaillera un petit peu le plan d'hygiène en brasserie, microbrasserie. Voilà. Alors, hop, ça marche. Donc Diverset, qui sommes-nous? Alors Diverset, donc on est une entreprise de fabrication du coup de produits d'hygiène et de solutions d'hygiène. Donc on travaille pour plein de types d'entreprises comme le médical, les restaurants, les hôtels, etc. Et donc pour ce qui vous importe, l'agroalimentaire. Donc l'agroalimentaire, on va travailler pour ce qu'on appelle les entreprises d'aliments transformés, donc les entreprises qui fabriquent de la viande, etc. Euh, on va travailler aussi avec les entreprises les entreprises laitières, la pharma, l'agriculture, et pour ce qui vous intéresse, du coup, la boisson avec la brasserie. On va être du coup fabricant de produits d'hygiène, comme je vous disais, donc des produits d'hygiène pour les NEP, pour les produits moussants de surface. On va aussi fabriquer des produits de lubrification des convoyeurs bouteilles. Et ça peut aussi vous intéresser pour faire glisser les bouteilles sur les convoyeurs. Excusez-moi. On fait aussi du traitement d'eau, nettoyage de membrane, nettoyage de lavage bouteille. Alors ça, c'est plutôt lavage bouteille industriel. On va aussi vendre des équipements de moussage, de dosage de produits. On va aller même jusqu'à fabriquer des CIP, des NEP. On fait aussi de l'ingénierie, donc là pour tout ce qui est système un petit peu fait sur mesure de dosage, etc. On a un service expert pour par exemple ce qu'on appelle le CIP check, c'est-à-dire travailler sur du gain d'eau, du gain de production, du gain de produit sur des CIP. Et on fait aussi de la formation, soit en e-learning, soit en présentiel, à la carte, on va dire. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va parler des bases du nettoyage. Alors, les bases de nettoyage, c'est choisir le produit avec bon sens et nettoyer avec tact. Qu'est-ce que ça veut dire? Choisir le produit avec bon sens. Choisir le produit avec bon sens, le produit de nettoyage, c'est-à-dire on va travailler sur la souillure. Quel type de souillure, quel type de salissure on veut éliminer. L'eau qu'on va utiliser, parce que forcément les produits de nettoyage, on va très rarement les utiliser purs. On va les utiliser avec de l'eau. Donc, est-ce qu'on a de l'eau dure? Est-ce qu'on a de l'eau mi-dure? Est-ce qu'on a de l'eau osmosée, par exemple? On va travailler sur le type de nettoyage, on va voir après, et sur le support, c'est-à-dire quel support on va nettoyer. Est-ce que c'est du métal? Est-ce que c'est du plastique? Est-ce que ça se corrode facilement? Le type de nettoyage, ça va être par exemple du nettoyage en place de la NEP ou du CIP. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une NEP ou un CIP, donc c'est pour le nettoyage de tuyaux, l'intérieur des tuyaux, l'intérieur des cuves, en automatique. Nettoyage. Donc NEP, ça veut dire nettoyage en place. CIP, ça veut dire cleaning place. Hein, c'est la même chose en anglais. Donc là, on va vouloir des produits qui sont non moussants. Si on travaille sur du nettoyage de surface extérieure, par exemple, on va plutôt chercher faire du moussage. On va chercher. Si on veut faire du trempage pour de la désinfection de petites pièces, pour faire du nettoyage par trempage, ça peut arriver. Là, on voudrait un produit, par exemple, un produit stable, c'est-à-dire un produit désinfectant qui va rester désinfectant durant le trempage des pièces. Et par exemple, si on fait du nettoyage pour les personnes, c'est-à-dire, on entend beaucoup parler en ce moment des gels
alcooliques ou des savons. Bon, bah là, on veut des produits sans risque. Alors, les types de souillures qu'on cherche à éliminer. Donc, il y a 3 grandes familles, on va dire. Alors, la première, les souillures minérales. Donc, c'est le tartre, le calcaire, des dépôts de tartre de calcaire, donc, ce qu'on appelle les souillures minérales. On va y avoir les souillures organiques. Donc, les souillures organiques, ça va être les sucres, les protéines. Essentiellement, pour vous, sucre, protéines. Ça peut être aussi les matières grasses, le Bierstein, les tanins. Et la dernière grande famille, les micro-organismes, donc là, les bactéries, les levures essentiellement, mais aussi les moisissures et puis les virus. On peut un peu aussi parler en ce moment. Alors, on va déjà commencer par travailler sur l'échelle de pH. Alors, le pH, normalement, vous devez savoir à peu près ce que c'est, je pense, parce que je pense que vous maîtrisez aussi dans vos processus de fabrication. Donc, avec un produit acide, on va éliminer les souillures minérales, c'est-à-dire le tartre, le calcaire. Quand on va vouloir éliminer des souillures organiques, on va utiliser un produit alcalin, donc de la soude par exemple. Petit moyen mémotechnique quand on veut, ne serait-ce que chez soi, détartrer sa bouilloire, on va utiliser de l'acide citrique ou du vinaigre, donc un produit acide. Avec un produit acide, on ne pourra pas nettoyer de graisse, on ne pourra pas nettoyer de protéines collées, etc. Là, on va utiliser un produit alcalin pour les souillures organiques. Donc, un produit alcalin, ça va être de la soude, par exemple. Et donc, pour les micro-organismes, là, on va chercher à désinfecter. Donc, on va utiliser un désinfectant. Donc, le désinfectant, il peut être acide, il peut être neutre, il peut être alcalin. Tout dépend de la molécule désinfectante qu'on va utiliser. Ensuite, il faut la bonne méthode de nettoyage. Alors, la bonne méthode de nettoyage, dans les grandes lignes, c'est on dit on nettoie avec tact. Alors, nettoyer avec tact, ça veut dire quoi? Nettoyer avec tact, ça veut dire utiliser la bonne température, la bonne action mécanique, la bonne concentration et le bon temps de contact. En règle générale, on aime bien le représenter comme ça sous un petit camembert, parce qu'il ne va pas y avoir de paramètres plus importants l'un que l'autre. C'est-à-dire que tous les paramètres vont être importants. Vous ne pouvez pas nettoyer sans la bonne température, vous ne pouvez pas nettoyer sans la bonne action mécanique, vous ne pouvez pas nettoyer sans concentration, c'est-à-dire qu'avec de l'eau sans produit, et ne peut pas nettoyer sans laisser le temps au produit d'agir, donc le bon temps de contact. À savoir que dans 90% des cas, si un nettoyage, enfin si on a des problèmes de nettoyage ou de désinfection, c'est qu'il y a un de ces 4 paramètres qui n'est pas respecté ou qui n'est pas compensé, on va dire. Donc on va pouvoir, en fonction des nettoyages, potentiellement, dans la limite du raisonnable, compenser un paramètre pour lequel on ne peut pas faire mieux, on va dire, par un autre paramètre. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, vous avez, quand vous faites du nettoyage d'une cuve, pas la possibilité de chauffer la solution, bon, bah, du coup, on va compenser un petit peu par une concentration un peu plus élevée ou par une plus forte action mécanique ou par un temps de contact plus long, tout simplement, ou par les trois paramètres. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Donc en termes de méthode, on va commencer par prélaver. Alors prélaver, ça veut dire par exemple, si on prend un exemple très flagrant pour vous dans une cuve de filtration, une cuve d'empâtage, ça va être des dréchés. Après, ça va être comment passer un coup de jet d'eau pour enlever le gros des drèches qui peuvent être restés collés coincés dans le filtre ou coincés dans la vanne, etc. Donc là, on va éliminer le gros de la souillure. Ensuite, on va utiliser un produit, faire de la détergence. Donc là, on va faire de la chimie, entre guillemets. Donc là, on va enlever les protéines collées, même carbonisées. On va enlever du tartre qui est collé sur une résistance, etc. Et à la fin, on va désinfecter pour tuer les petites bactéries ou les petites levures qui restent sur le support. Donc on dit qu'on fait du nettoyage en 5 phases. Prélavage, détergence, rinçage, désinfection et rinçage. À savoir que il n'y a qu'un seul produit qui ne nécessite pas de rinçage. Tous les autres produits nécessiteront forcément un rinçage.
Ça, c'est important parce que je sais que des fois on me dit oh, ce produit-là, il n'y a pas besoin de le rincer. C'est très rare. On va en parler après. Savoir que 80% du résultat final, c'est le pré-lavage. C'est-à-dire que si vous laissez les 3/4 des drèches dans la cuve d'empâtage, vous allez y mettre la soude. Bon, bah, la soude, une fois qu'elle aura bouffé la moitié des drèches qui restent à l'intérieur, bah, elle sera plus efficace pour aller nettoyer la vraie souillure qui est collée au fond de votre cuve, par exemple. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet du coup pour vous maintenant. On va parler du plan d'hygiène spécifique à la brasserie, on va dire. Alors, première étape qu'on on va dire vraiment, on cherche à nettoyer avec des produits de détergence, etc. C'est bah, la salle à brasser, les cuves d'empâtage, cuves d'ébullition, enfin la salle à brasser, les points chauds. À savoir que tout ce qui est avant, c'est plutôt bah, bon, votre concasseur. Vous allez rarement mettre dans le concasseur à malt, par exemple, de la chimie ou de l'eau. Ça va être ça va être de l'aspiration, on va dire. Donc cette partie-là, donc déjà quelle est la souillure qu'on va chercher à enlever? La souillure qu'on va chercher à enlever, ça va être essentiellement de la souillure organique pour le moment. Bah, tout ce qui va être apporté par le malt essentiellement, donc des sucres, des protéines. Donc pour ça, il va falloir un alcalin, donc on va utiliser de la soude. Là, la soude qu'on propose, bah, c'est par exemple le Spectac G, qui est une soude légèrement additivée pour éviter les dépôts de tartre, pour favoriser le rinçage, etc. Mais le principe actif essentiel, c'est la soude. C'est la soude. Donc là, ce qu'on propose, donc bon, concentration de soude, si possible, de faire ça à chaud. Donc après avoir bien pré-lavé, comme on disait, faire ça à chaud parce qu'on va favoriser du coup l'activité de la soude. Plus on va chauffer, plus on va favoriser l'activité de la soude. Alors après, ça va être très dépendant du matériel que vous avez. Si vous avez des cuves avec des boules NEP, des boules CIP, la possibilité d'avoir des pompes qui vous permettent de faire de la circulation dans vos tuyauteries, dans vos cuves, etc. Et de le faire à chaud parce que vous avez la possibilité de chauffer. Bon, ces cuves-là, en règle générale, vous avez déjà la possibilité de les chauffer. En fonction de ça, on va adapter le temps de contact. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas chauffer, que vous faites des CIP à froid, on va plutôt être sur 1 heure de temps de trempage, circulation. Si vous pouvez avoir beaucoup de circulation et que vous pouvez faire ça à chaud, là, on va plutôt être sur 20 minutes de circulation à chaud de la soude. Donc là, pour le début, pour la première cuve, on va dire que ce sera essentiellement ça. Ensuite, pour la cuve d'ébullition, là, ça va être à peu près les mêmes souillures. La souillure qui va pouvoir potentiellement se rajouter à ça, ça va être les tanins. Alors, les tanins qui vont être apportés par les houblons, ça va être d'autant plus vrai pour des bières qui sont fortement houblonnées. Ces tanins-là, la soude peut ne pas être suffisante pour les enlever. C'est-à-dire qu'il va falloir ajouter un oxydant avec pour enlever ces tanins, ces colorations en fait apportées par le houblon. Ces colorations, en fait, on a deux solutions pour les enlever. Soit on va utiliser un alcalin chloré. Après, bon, le chlore, le problème, c'est que c'est assez corrosif et on ne peut pas l'utiliser à chaud. Donc, on va préférer du peroxyde d'hydrogène. Peroxyde d'hydrogène, donc par exemple, alors soit du booster, soit il y en a aussi dans le Divosant Multiply, qui est un autre produit, on va parler après, qui va permettre en fait, donc en addition à la solution de soude, donc on va rajouter 1% à notre solution à 2% de soude, à notre solution sodée, on va rajouter 1% de peroxyde d'hydrogène et on va apporter de l'oxydation, un petit peu d'action mécanique via une effervescence, parce que c'est une réaction acide-base en fait, parce qu'on rajoute un acide dans de la soude, dans de l'alcalin. Mais on va surtout détruire décolorer et donc enlever ces tanins. Le Divosant Multiply, donc là, ça c'est du peroxyde d'hydrogène, mais avec de l'acide peracétique à 5%, la PA ou acide peracétique. Ça, on va s'en servir aussi tout seul, là pour le coup,
pour faire de la désinfection. Donc là, on va partir de la désinfection pour désinfecter tout ce qui va se retrouver après la cuve d'ébullition. Du coup, tout ce qu'il faut garder sain, toutes les zones froides. Donc là, pareil, il y a 1%. Alors après, la concentration peut être descendue, mais ça va être en fonction du matériel, de comment vous l'utilisez, etc. Ça, ce sera divisant multiply. Pour de la désinfection, on va l'utiliser à froid, par contre, pour le coup. Et donc, du coup, circulation ou trempage pendant 20 minutes, puis rinçage. Alors attention, l'acide peracétique, je sais que certains peuvent penser qu'on n'a pas besoin de le rincer, mais l'acide peracétique doit être rincé. À pas confondre avec le peroxyde d'hydrogène, le simple H2O2, qui là, lui, est utilisé en industriel sans rinçage parce qu'il est utilisé à des beaucoup plus fortes concentrations et via du séchage à très forte température. Donc, ce produit-là peut être utilisé sans, mais vous ne l'utiliserez pas en brasserie. L'APA, lui, malgré qu'il contienne du peroxyde d'hydrogène, l'APA doit être rincé, c'est important. Surtout que si vous ne le rincez pas, vous risquez d'avoir des problèmes sur la fermentation après. Voilà. Sur les zones chaudes, suivant l'eau que vous utilisez, vous pouvez avoir des problèmes Vous pouvez avoir de l'entartrage aussi, surtout sur la cuve d'ébullition, par exemple, sur les résistances ou autres. Donc, si vous utilisez une eau mi-dure ou dure, vous pouvez avoir de l'entartrage plus ou moins important. Bon, bah pour ça, l'entartrage, ça va être une souillure minérale. On va utiliser un acide. Donc là, on va on va détartrer avec un acide phosphorique ou un acide nitrique. Bon, là, l'acide qui est proposé, c'est un acide phosphorique. Alors, soit non moussant si vous avez la possibilité de l'utiliser en circulation, soit moussant si vous voulez l'utiliser en pulvérisation ou en produit en canon à mousse. À froid, ou si c'est en circulation, vous pouvez aussi l'utiliser à chaud. Ensuite, donc, on vient sur les tanks de fermentation et tanks ou cuves de garde. Alors là, la souillure à éliminer, bon, il va y avoir essentiellement du sucre. Il va y avoir donc là, ça va être tank de fermentation, tank de garde et aussi les circuits froids. Donc là, on va avoir essentiellement en souillure du sucre, des bactéries, des levures à éliminer. Et il va y avoir aussi le Bierstein. Donc, sucre, protéines, levure, etc. Tout ça, ça va être de la souillure organique. On va éliminer ça avec de la soude. Le Bierstein, c'est un tartre oligominéral. Alors, on dit tartre, on dit oligominéral. Malgré tout, c'est un tartre qui ne part pas à l'acide. Donc, ça ne sert à rien. Alors, il ressemble à de l'acide, il ressemble à du tartre par dépôt sur les cuves. On peut penser que c'est du tartre, on peut penser que ça partira à l'acide. Mais ce tartre-là ne partira pas à l'acide. Il va partir essentiellement, du coup, comme une souillure organique, il va partir à la soude. Donc, ne cherchez pas à détartrer vos cuves si vous avez du Bierstein, ça ne partira pas à l'acide. Donc là, on va faire une circulation à la soude, donc toujours la même spectacle G là, qui est proposée. Donc à chaud, si vous avez la possibilité. Si vous n'avez pas la possibilité de chauffer, bon, bah, on va travailler sur les paramètres du tact, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire soit augmenter le temps de contact, soit augmenter, si vous avez la possibilité d'avoir des pompes assez puissantes pour faire assez de circulation, on va augmenter l'action mécanique ou la concentration, mais dans la limite du raisonnable. Et ensuite, la désinfection. Donc là, la désinfection, on va faire à l'acide peracétique, c'est ce qui est le plus simple, toujours avec un rinçage derrière. Donc la désinfection, alors le nettoyage, bien sûr, après production. La désinfection, le mieux, c'est de la faire c'est de la faire vraiment avant la production, avant de remplir les cuves. Voilà. Alors, oui, un petit point sur la soude dans les cuves de fermentation essentiellement. Cuves de fermentation, attention à la purge du CO2. Sachez que la soude sera moins efficace, en présence de CO2.
le CO2 va apporter de la carbonatation à la soude et du coup va la rendre moins efficace. Donc attention à bien purger les cuves de CO2 et à faire un maximum de pré-lavage, de rinçage à l'eau. Ça permettra de chasser une grande partie du CO2. C'est pas super simple à éliminer le CO2 dans le sens où il est plus léger que l'air, donc il ne va pas s'échapper par le haut. Mais plus vous enlèverez le CO2, plus la soude sera efficace. Donc, si vraiment vous voulez faire du nettoyage sous CO2, c'est possible de le faire à l'acide. Mais bon, bah, ce ne sera pas efficace sur le Birsheim et bon, ce ne sera pas tout à fait la même efficacité que la soude. Les phases acides peuvent être intéressantes quand même dans le sens où bah, vous pouvez quand même, suivant l'eau que vous utilisez, avoir du tartre. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire via des rénovations ou des fréquences un peu moins importantes des phases acides. Nettoyage sous tireuse. Alors, le nettoyage sous tireuse, le nettoyage interne de la sous-tireuse, c'est-à-dire les circuits, les tuyaux. Ça, ce sera à faire bah, comme le reste à la soude. Circulation à chaud ou à froid avec plus de temps de contact. Là, c'est tout vraiment en fonction du matériel que vous avez. La désinfection à l'acide peracétique, c'est le plus simple. Attention à bien le rincer, toujours pareil. Et ensuite, ce sera sur l'extérieur de la soutireuse, qui est toujours un petit peu plus négligé, mais qui est d'autant plus important, enfin tout aussi important du moins. Donc là, sur la désinfection extérieure et notamment les becs de la soutireuse. Donc là, vous avez plusieurs solutions, soit donc le nettoyage avec un alcalin désinfectant, souvent moussant, pour favoriser le temps de contact. Donc là, on propose par exemple Divosan Sanibright ou Surfoam, qui est un alcalin désinfectant qui va nettoyer et désinfecter. Ensuite, avant la production, si vous avez des difficultés ou des problèmes bactériaux, notamment sur les becs de la soutireuse, il est possible de faire de la pulvérisation à l'éthanol. Donc là, c'est le Divosan Eta+, qui est le seul produit qui est utilisé, enfin homologué, sans rinçage. Dans le sens où c'est de l'éthanol, donc là vous allez avoir l'évaporation qui va faire voilà, qu'on n'a pas besoin de rinçage pour ce produit-là. Mais c'est le seul produit qui sera homologué sans rinçage. Et après, bon, détartrage, ça c'est pareil, c'est en fonction de l'eau que vous utilisez, si elle est dure ou si vous avez des problèmes de tartre. Ce sera des passages acides forcément via un acide moussant, comme là l'acide plus foam qui est proposé en moussant. Donc par pulvérisation ou par mousse, hein, c'est suivant le matériel que vous avez. Lavage des fûts. Lavage des fûts, bon, encore une fois, très dépendant du matériel que vous avez pour nettoyer les fûts. Vous avez en gros deux solutions. Soit vous avez la possibilité d'utiliser qu'un seul produit, auquel cas, ce qu'on préconise en règle générale, c'est un alcalin chloré, dans le sens où vous allez nettoyer et désinfecter via le chlore sur des temps très courts, parce que bon, vous n'allez pas laisser le fût 20 minutes sur la boule de lavage, ça va être un petit peu long sinon. Donc, vous allez pouvoir faire du nettoyage et de la désinfection des fûts via alcalin chloré. Donc là, comme le Déogène qui est proposé ici, en uniphase, on va dire. Donc, attention à l'alcalin chloré à ne pas dépasser les 50 degrés. Sinon, le chlore en fait, qui est contenu à l'intérieur va devenir extrêmement corrosif pour les matériaux. Et en plus, va dégager des vapeurs très dangereuses, des vapeurs chlorées dangereuses, qui sont très, très dangereuses à respirer. Et sinon, après, ça va être, si vous avez la possibilité d'utiliser deux produits, vous avez des laveuses fûts à deux produits, bon, bah là, ça va être soude et désinfection à l'acide peracétique, si vous pouvez le rincer derrière. Alors, nettoyage des sols et du petit matériel. Bon, tout à l'heure, on a proposé un alcalin désinfectant moussant pour le nettoyage, enfin pour les nettoyages et désinfections extérieures de la soutireuse. Bon, bah, ce même produit-là, vous pouvez l'utiliser aussi en nettoyage des sols. Et donc, pour le nettoyage et la désinfection du petit matériel, le petit matériel, vous avez trois solutions pour alors, nettoyer, mais surtout le désinfecter, on va dire. Soit par trempage, et vous pouvez utiliser de l'acide peracétique, si vous voulez. Ça va marcher pour la désinfection, on fera uniquement de la désinfection.
La problématique sur l'acide peracétique, c'est que c'est un produit qui n'est pas super stable une fois qu'il est dilué à l'eau, c'est-à-dire qu'il va être désinfectant pendant quelques heures, mais vous allez être obligé de renouveler le bain 1 à 2 fois par jour si vous voulez avoir une activité désinfectante suffisante. C'est-à-dire que si vous faites le bain le matin, ne mettez pas des pièces à tremper dedans le soir, le bain sera plus assez désinfectant. Donc sinon, on utilise un produit désinfectant un peu plus rémanent, donc des molécules type des amines, qui là va vous permettre de garder le bain de trempage plus longtemps, c'est-à-dire quelques jours, voire jusqu'à 1 semaine. Des fois, c'est possible sur ces produits-là. Sinon, ça va être de la désinfection par pulvérisation à l'alcool, donc au divosan état plus, par exemple, où là, c'est une pulvérisation juste avant d'utiliser les pièces pour désinfecter sur le coup la pièce à utiliser, des tableaux des pièces de pontage ou des vannes, etc. Voilà. Bon, je laisse du coup j'en ai fini pour mon côté. Je vais laisser la main à mon collègue David, du coup, de Biomérieux. Et on répondra à vos questions, du coup, juste après. David, je ne sais pas si… Oui, je t'entends. Voilà, je vais juste partager. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Valentin, pour ta présentation. Juste vérifier que vous voyez mon écran. Juste faire un petit… Oui, on voit ton écran, David, mais il faudrait que tu sois en diaporama. Voilà, exactement. Je juste bouge. Normalement, ça va aller mieux. Est-ce que ça va mieux, Vincent? Oui, oui, c'est parfait. Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. Super, super. Bon, donc, je m'appelle David Smart. Je voudrais d'abord remercier B2BR et Vincent pour cette opportunité de vous parler. Pour certains parmi vous, ça ne serait pas la première fois que vous m'entendez. Je suis un grand breton de l'autre côté de la Manche. Je suis en fait responsable pour l'activité de développement de business de solutions pour la détection de fraudes d'altération dans le milieu brassicole. Je ne suis pas toute seule ici en France ni en Europe, donc on est 4 sur le territoire français. Et aujourd'hui, on va prendre le sujet sanitation et hygiène de point de vue microbiologique et de point de vue qualité. Donc, juste quelques mots rapidement sur Biomérieux pour ceux qui ne connaissent pas cette société. Donc, on est une société française basée juste un petit problème de… Voilà. Basé à Lyon, on est une société française familiale. On est la 4e génération. Alexandre Mérieux, que vous voyez là, est notre CEO de notre société. On a à peu près 12 000 personnes, collaborateurs dans le monde, et on est le leader mondial sur le plan diagnostic microbiologique. À la fois côté humain, donc sujet évidemment malheureusement qui traîne avec nous depuis 12 mois maintenant, par exemple les tests pour le Covid, on a développé et fabriqué et fournir des laboratoires pour ces tests, parmi d'autres sur le côté humain. Et sur le côté industriel, on accompagne en fait des industriels à la fois pharmaceutiques ou alimentaires, ou brassicoles ou vinicoles également, avec des solutions pour la détection rapide de contaminants microbiens. Et donc, voilà, on commence par le contrôle qualité, les enjeux. Si j'avais un seul enjeu d'en parler, je dirais l'enjeu majeur par rapport à pourquoi le contrôle qualité, chez vous, ça serait en fait pour avoir une léviocène. Parce qu'on peut imaginer, on peut projeter ce qu'en fait un léviocène, c'est le vrai moteur de votre brasserie. Et les conséquences d'un léviocène, c'est une biais de qualité, donc vos consommateurs reçoivent ce qu'ils attendent,
mais une bière de qualité qui, en fait, chaque brassage que vous faites, c'est une qualité tout à fait comparative. Les enjeux également par rapport à la qualité, bon, je souhaite que vous n'avez pas rencontré ce problème, mais évidemment, dans le pire des cas, c'est un rappel du marché de vos produits finis suite aux altérations de la qualité. Certaines, ça dépend évidemment de vos brasseries, mais des brassins à 5 hectos, 10, 20, 40, 60, 120 et même encore plus grands. Évidemment, vous êtes très sensibilisé sur le coût que ça représente quand on est obligé de jeter ou transformer un brassin. Donc évidemment, la qualité impacte ce côté-là. J'ajouterais aussi l'intérêt pour la partie qualité et en fait comment faire évoluer votre système de qualité dans votre brasserie au fur et à mesure avec l'augmentation de production. C'est aussi l'émulation tout autour du sujet de qualité. Par rapport, par exemple, vos collaborateurs dans la brasserie qui travaillent dans une brasserie avec un système de qualité bien cadré, bien clair, avec une mission sur la qualité bien définie. Évidemment, pour eux, ça c'est très motivant de travailler dans cet environnement. Le problème de non-qualité peut être aussi impacté sur en fait, la nécessité d'utilisation de vos ressources, de renettoyer, on prend le sujet de Valentin tout à l'heure, mais de renettoyer des cuves parce que des problèmes de qualité suite au nettoyage, ça peut être pour des raisons variées. Valentin a évidemment touché, son expertise a touché pas mal de raisons, mais évidemment ça prend du temps, ça prend des ressources, il y a un coût lié avec ça. Et n'oublions pas non plus l'aspect votre réseau de distribution. Vous avez travaillé dur pour développer ce marché, un nouveau distributeur par exemple, et comme tout, ça prend beaucoup de temps à construire, mais un problème de qualité peut, surtout aujourd'hui dans le milieu de réseau social, peut avoir un effet négatif sur la perception de vos distributeurs, même vos clients. Oups, excusez-moi, juste, voilà, excusez-moi, j'avais pas allumé mon caméra. Mon collègue Jordan est avec moi, qui a gentiment me rappelé sur cet aspect-là. Donc, continuons sur la partie qualité. Qualité, du point de vue bien merveilleux, est souvent parlé en termes de microbiologie. Mais bon, la qualité est beaucoup plus large que ça comme sujet. La qualité consiste de processus, de procédés, consiste aussi de votre vigilance de choisir le bon fournisseur de vos matières premières, par exemple. Je donne un exemple pour le certificat d'analyse, c'est de ne pas oublier d'interroger chaque livraison de vos matières premières sur en fait, la qualité de ces éléments de matière. Nettoyage, Valentin a très bien touché sur cet aspect-là en termes de contrôle de qualité, de fabrication, mais aussi l'aspect dans le procédé, tout ce qui est le temps, la duration de chaque étape. Vous faites des mesures de densité, de pH par exemple, assez au moment où c'est propice. Également pour tout ce qui est le taux d'oxygène, dioxyde de carbone, et l'aspect aussi, on va dire, sensoriel qui est évalué assez régulièrement. Mais tout dans le même contexte de partie contrôle qualité, c'est aussi la partie qui contient la microbiologie. Donc, il y a une partie, si on regarde la léviocène proprement dit, mais ça c'est plutôt le domaine, je ne vais pas toucher ce sujet, ça c'est le domaine de nos collègues de l'allemande, et je suis sûr qu'il y aura des présentations à venir en 2021 à ce sujet-là, mais aussi la partie contrôle microbiologique. Et c'est là où en fait on va aller un peu plus loin dans le slide qui suit. Juste un petit rappel pour vous, en fait, qui sont en fait les micro-organismes qu'on ne souhaite pas avoir dans nos bières, les flots d'interaction. De loin, le plus important, c'est le bactéries acide lactique. Le lactique, en fait, représente probablement entre 60 et 90% de problèmes rencontrés
Donc, c'est notre ennemi numéro 1 de loin. En fait, parmi le Lactobacillus et Pediococcus. Et même dans la famille Lactobacillus, plus qu'une centaine d'espèces de Lactobacillus, en fait, il n'y a que 13 ou 14 qui sont en fait capables de survivre dans la bière. Et donc, la notion de développer en fait, la capacité de résister aux présences de houblon, les isoalpha-acide de houblon, et en fait, ils ont développé les gènes de résistance sur ce milieu. Dans la partie bactérie aussi, il y a des anaérobies. Les anaérobies sont en général moins d'un problème pour les brasseurs artisanales. C'est plutôt un problème industriel parce que comme le nom suggère, en fait, ils ont besoin d'un environnement sans oxygène. Et donc, c'est quelque chose qu'on rencontre de temps en temps, mais peu fréquent. Et sur le côté levure, on a la levure sauvage. Grosso modo, on a deux familles. On a ce qui est les Brettanomyces, ou le Decara, la famille Brett. Decara, c'est le même, en fait, c'est la même levure. Le Decara, en fait, c'est une version de Brett. Et on a le Diastaticus, dont on parle plus en plus régulièrement par rapport aux problèmes rencontrés. Soit parce que peut-être il y a des contaminations qui arrivent par la levure, ou peut-être aussi parce qu'on a fait une saison vous avez fait une saison chez vous, peut-être un problème de nettoyage ou post-saison, et en fait, il y a des levures diastatiques qui restent et qui contaminent la bière suivante. Regardons ensemble en fait les origines des contaminants, les contaminants microbiologiques, parce que je pense que ça c'est très important comme un point de départ. Les matières premières. L'environnement, par exemple, de vos graines, donc orge ou blé, ou ça dépend en fait où vous utilisez, en fait, ça fait partie de l'environnement, en fait, surtout le lactique, mais pas que. Il y a aussi les levures que vous utilisez. Et n'oublie pas aussi les adjuvants. Et n'oublie pas aussi pour ceux qui utilisent, par exemple, l'oxygène. Est-ce que l'oxygène, en fait, vient d'une source fiable ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez, en fait, un convertisseur sans un générateur d'oxygène, sans peut-être le filtre adapté, qui peut être aussi une source de contamination. Il y a aussi l'équipement de brassage. Je n'ai pas besoin de vous en parler de ça, mais j'ai touché quelques points qui sont considérés souvent critiques. Donc, évidemment, le plaque échangeur. Il y a aussi tout ce qui est les tuyaux, les tuyauteries. Et pour ceux qui font le vieillissement barrique, le barrique est classique comme une source potentielle de contamination de vos bières. Mais n'oublie pas non plus le bonhomme ou la bonne femme qui travaille dans la brasserie. Souvent, la contamination peut aussi être transportée par la personne, sur les mains, sur les vêtements, par exemple. Donc, hygiène au niveau humain et les vêtements est très important par rapport à réduire le risque de contamination. Et si on regarde dans un on va dire, contaminants des origines secondaires, je focalise plus sur la partie conditionnement, qui est bien connu d'être souvent problématique au niveau nettoyage parfois, parce que c'est assez complexe comme instrument, est-ce que c'est embouteilleuse ou futeuse, et c'est souvent, en fait, on peut avoir des problèmes de contamination à cet endroit-là, et c'est souvent considéré comme un point critique. Donc, on a regardé en fait quels contaminants, on a regardé en fait d'où ils viennent. Maintenant, c'est en fait dans votre brasserie, en fait, c'est quoi les zones en fait sur lesquelles il faut concentrer par rapport au niveau risque et les questions se poser par rapport en fait quel test à faire à quelle fréquence est-ce que j'ai besoin dans ma brasserie. Le schéma devant vous, c'est très général, mais en gauche, on a la matière première, le processus de brassage que vous connaissez mieux que moi, et on finit avec des produits finis à droite, bouteilles, fûts, canettes ou d'autres. Première notion à garder, c'est qu'en fait, selon le contaminant, en fait, il y a une certaine fréquence, certains endroits qui sont plus fréquents pour certains contaminants que d'autres.
Le lactobacillus se trouve un peu partout parce que matière première, sur le poussière, par exemple, concassage peut entrer en fait à quel moment dans le processus. Si on regarde les anaérobies, eux, en fait, si ça se voit, ça se trouve souvent au moment de mise en bouteille ou au moment de conditionnement. On prend les levures sauvages, le bret, donc ça c'est typiquement quelque chose lié avec la levure et la fermentation ou quelque chose lié avec le vieillissement barrique. Évidemment, dans certains cas, c'est souhaité, type gueuse ou d'autres, mais dans la situation où en fait vous ne voulez pas d'avoir la levure sauvage présent, ça c'est les endroits. Et le diastaticus, ça c'est également quelque chose qui arrive souvent, donc c'est un variant, un mutant de levure de brassage, c'est un Saccharomyces cerevisiae variant diastaticus, donc ça peut arriver avec la matière première, notamment par exemple la levure, la réutilisation de la levure, comme ça peut être un problème dans l'outil du brassage suite à l'utilisation d'une saison, vous avez utilisé une levure diastatique, et en fait, vous n'avez pas en fait débarrassé avec le nettoyage et donc un problème avec les brassins suivants. Évidemment, dans un monde idéal, on voudrait dire mais il faut tester partout, il faut tout tester. Ça, c'est pas pratique sur le plan de temps, ressources, ni sur le plan économique. Et donc, en fait, il faut aussi réfléchir un petit peu de votre côté par rapport à quels sont vos objectifs au niveau plan de contrôle d'échantillonnage. Et en fait, par rapport à ma brasserie, qu'est-ce qui est spécifique par rapport à ma brasserie? Je donne quelques exemples. Les brasseries qui se trouvent dans la région viticole peut avoir peut-être un risque un peu plus élevé par rapport à la contamination, par exemple, avec la levure sauvage. Le Brettanomyces, par exemple. Et certains cas aussi, selon le choix, par exemple, de style de bière, j'avais un peu évoqué les saisons et les gueuses, mais on peut avoir les sour aussi, même si en principe, ça c'est tué au moment d'ébullition, mais ça peut aussi augmenter le risque de contamination. Parce qu'en fait, ici, finalement, on parle de gestion de risque. Dans un monde idéal, chaque analyse qui est faite est négative, et tant mieux. Mais comme tout, en fait, c'est comme par exemple une voiture de haute performance, je prends une Mercedes par exemple, on fait un entretien en base régulière, justement pour surveiller un règlement qu'en fait l'outil va en fait faire la performance dont vous attendez. Il y a aussi pour vous certainement certaines zones qui peuvent être une priorité pour vous au niveau point critique pour tester aux zones de risque. Et également, certaines, malheureusement, parmi vous, peut-être déjà un problème en cours, eu un problème dans le passé par rapport à un certain micro-organisme à un certain endroit. Et donc, peut-être ça va aussi monter les fréquences de testing sur certains endroits. Je dirais par rapport à un échantillonnage très général, mais très large, mais je pense que c'est important peut-être d'en discuter, de donner quelques points de réflexion. Il y a des analyses de routine. Donc, beaucoup parmi vous, quasiment probablement tous parmi vous, soit dans une manière routine ou soit périodique, vous analysez vos produits finis, qui est très bien, justement que ça partez chez vous, vers le distributeur, vers le consommateur. Après ça, est-ce que vous prenez un seul échantillon lors de la mise en bouteille? Est-ce que vous prenez un échantillon à un début, peut-être à la fin de la mise en bouteille? Est-ce que tous les 4000 bouteilles, par exemple, je donne des exemples. Ça, c'est quelque chose à réfléchir, la fréquence, pour avoir une bonne représentativité par rapport à ce qui se passe lors du moment de la mise en bouteille. Par contre, si on va être dans une situation proactive pour vraiment protéger la qualité, le plus en amont du processus de brassage, on fait des analyses. Le plus en amont, on peut détecter l'apparence d'un problème éventuel avant que la qualité de la bière est impactée. Et donc, vous aurez un choix de prendre une décision, le temps de prendre une décision, qu'est-ce qu'on va faire comme action pour, un, sauver le brassin qui est en cours, et deux, évidemment, de trouver l'origine et mettre en place
contrôle pour remédier la situation. Donc, un deuxième point, souvent que nous parlons avec nos clients, nos prospects, c'est l'idée en fait d'analyser le cuve de garde ou peut-être le fermentateur juste avant la mise en bouteille. Pourquoi ça c'est important? En fait, à ce moment-là, vous n'avez pas les coûts liés avec la mise en bouteille, au fût, aux canettes. Et en fait, ça peut être un moment où en fait, on peut faire de filtrage, on peut faire de pasteurisation si on est équipé, on peut mettre dans un fût en ton normal, des en fût et une consommation rapide en circuit court au lieu de mise en bouteille où ça restait sur le marché jusqu'aux 12 mois. Donc évidemment, le plus de temps d'un bière reste sur le marché, surtout si c'est connu d'avoir une contamination très très bas, ça peut se transformer en impact sur la qualité. Et pour ceux qui réutilisent la levure, il y a toujours aussi l'idée d'analyser de routine en fait le levure au lors de fermentation pour être sûr d'un brassin à l'autre, vous ne portez pas de contaminants. Et pour ceux qui font le vieillissement barrique, aussi l'idée d'analyser en routine le barrique avant, pendant et juste avant le moment de mise en, juste avant le moment d'assemblage, pour assurer qu'on ne va pas contaminer les autres barriques propres avec peut-être un qui est contaminé. Et sur l'analyse, on va dire périodique, on peut regarder d'autres points critiques. Ça peut être selon le nombre de brassins par semaine, par mois, mais ça peut être sur une base hebdomadaire, mensuelle, tous les 3 mois. Ça dépend de votre brasserie. Mais l'aspect autour de le conditionnement, le futeuse, l'embouteilleuse, mais aussi, par exemple, sortie de plaques d'échangeur de chaleur, par exemple. OK, bon, maintenant, on va passer sur la solution que bMérieux propose. Donc, le point de départ, c'est que bMérieux, on est, comme je disais, on est le leader mondial sur la partie microbiologie industrielle. Mais c'est en fait suite à l'achat d'une société américaine qui s'appelle Invisible Sentinel en 2019 qu'en fait bMérieux lancé dans le secteur brassicole. Donc il y a certains parmi vous qui n'ont pas encore rencontré soit moi-même, soit mes collègues Jordan, Marie-Élise ou Fabien, qui en fait connaissaient pas cette société. C'est normal, ça fait que petit 18 mois qu'on est sur le marché. Mais en achetant cette société, en fait, cette société en fait a conçu sa solution avec le brasseur artisanal américain, justement pour apporter une solution qui le convenait. Donc ici, on parle vraiment de protection de la qualité. Donc on a deux solutions proposées et aujourd'hui, je vais parler VeriFlow, mais sachant pour les brasseurs artisanaux, peut-être de plus grande taille et même quelques industriels qui peuvent être connectés, on a aussi une version qui est le PCR en temps réel. Mais là, on va parler de VeriFlow, qui est en fait un PCR adapté pour les brasseurs artisanaux, on va dire, plus modestes en taille. Donc l'idée, comme je disais, il y a 5 brasseries artisanales américaines qui sont venues à Invisible Sentinel en 2014-2015, qui en fait cherchaient une solution qui était rapide et sensible pour en fait apporter des réponses à chaque étape souhaitée de le brassage, afin qu'il puisse prendre des décisions avant de passer l'étape suivante. Parce qu'en fait, jusque-là, en fait, ils envoyaient les échantillons à l'extérieur. Quelques cas, ils faisaient le propre, on va dire, microbiologie traditionnelle, qui quand même reste une technique de référence. Mais le problème, c'est que le résultat revenait 3 jours, 5 jours, 7 jours, voire même 10 jours plus tard. Et en fait, c'était trop tard pour être réactif et vraiment être le maître de le contrôle de qualité de la bière. Dans le cahier de charge, était très simple, comme je disais, un résultat le jour même. En fait, le résultat VeriFlow peut apporter un résultat en 2h30 seulement, de l'échantillon au résultat. Quelque chose qui est très facile à déployer dans le brasserie, donc on n'a pas besoin d'embaucher un microbiologiste particulier pour faire fonctionner cet appareil. Donc, tout le monde dans le brasserie formé d'une demi-journée peut le faire avec un résultat fiable et reproducible. Il faut avoir un résultat quand même qui est spécifique et sensible parce que l'idée, le raison de tête, c'est d'être capable de détecter l'apparence de contamination bien avant
qui a un impact sur la qualité. Si c'est juste une question de confirmer un problème que vous avez déjà senti sensoriellement au niveau dégustation, en fait, c'est trop tard. L'idée, c'est en fait d'apporter quelque chose qui vous avertit si jamais un problème arrive, bien avant que ça vraiment impacte la qualité. Et il faut aussi que ça fait du sens économiquement. Et ça, c'est pourquoi je parlais de réfléchir aussi par rapport à la taille de vos cuves, la valeur que ça représente par rapport, en fait, qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre pour protéger cette valeur. Notre solution, ça s'appelle le VeryFlow. En fait, c'est basé sur un concept qui était assez innovatif parce qu'on utilise deux technologies. La technologie pour la lecture de résultats est un test rapide. Qu'est-ce qui est plus simple que, par exemple, visuellement, un test de grossesse pour lire en fait si on est positif ou négatif. C'était basé sur la même technologie, au moins la deuxième partie. Mais c'est un petit peu plus complexe que ça. On va entrer un petit peu dans la partie science, mais pas trop, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, on commence avec le PCR. Donc, en fait, on cherche l'ADN de bactéries aux levures. On amplifie cet ADN et on attache un petit marqueur ici en rose que, quand on met sur le test rapide va nous donner un résultat qui est proportionnel par rapport à la quantité d'ADN qu'en fait on a amplifié ou réduit ou reproduit, excusez-moi, au moment de PCR. C'est ça le concept de VeryFlow. Donc on a quelque chose de très simple au niveau protocole, conçu pour le brasserie au niveau déployé, et en fait tout le monde peut faire fonctionner le test. Quand on regarde un petit peu le flux de travail, j'ai simplifié un petit peu, mais on prend un échantillon, dans ce cas-là, c'est de la bière, 25 ml de la bière. On fait une centrifugation, donc on fait une centrifugeuse nécessaire pour faire une centrifugation. On transfère, en fait, on ajoute un tampon et on transfère dans un tube PCR prêt-emploi, donc vous n'avez pas besoin de reconstruire le réactif. Et on transfère direct dans le thermocycleur. On attend 2 heures, pendant qu'en fait, ça amplifie l'ADN. Si à la fin de 2 heures, vous êtes pris dans la brasserie pour d'autres raisons, ne vous inquiétez pas, parce que l'appareil se met en veille à 4 degrés. Vous pouvez revenir 4, 5, 6 heures, 7 heures plus tard. Il n'y aura aucun impact sur la qualité du résultat. Et après ça, en fait, on prend le tube PCR qui était amplifié et on ajoute direct sur le tube sur la cassette. On attend 3 minutes et en fait, on a un résultat. Et comme vous voyez devant vous, on a un résultat qui est semi-quantitatif. Donc, on a une ligne de contrôle qui est en haut et la ligne en bas, soit c'est absent, donc ça c'est un résultat négatif. Et en fonction de l'intensité de la ligne de résultat, on a en fait une fourchette de résultats par rapport à la contamination. Donc, vous voyez, en fait, on est capable de détecter à partir de 2-3 cellules par millilitre jusqu'au, en fait, plus que 275. Mais en fait, à ce moment-là, certainement, vous aurez constaté, par exemple, une chute en pH. Vous aurez certainement constaté également, probablement déjà un changement dans la qualité de la bière. L'idée, c'est évidemment d'avoir un négatif. Ou si jamais un positif, si on a choisi le bon point d'échantillonnage et la bonne fréquence, ça serait plutôt dans la première partie-là, où en fait, on a le temps pour les actions cognitives. On a aussi, et ça c'est optionnel, mais on aussi peut mettre la cassette dans un lecteur optique qui peut vous donner en fait un nombre de cellules précises. On a une gamme de tests adaptés par rapport aux besoins. Donc ça faisait partie de cahier de charge d'Invisible Sentinel et les brasseurs artisanales. Donc pour le parti bière, en fait, il y a grosso modo une gamme de 4 tests. J'ai encirculé en fait le Brewpal, donc ça c'est le test lactique et ça c'est le test de loin le plus utilisé parce que c'est le problème numéro 1, 60-90% de contamination sur le lactique. Mais pour ceux qui ont besoin, parce qu'il fait des saisons par exemple, il y a aussi peut-être besoin de faire le Brewstat post-utilisation saison ou faire le Brewstat sur un aspect périodique, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Le Brodex, c'est le levure sauvage. Et pour ceux qui ont eu des problèmes d'anaérobie, même si c'est très, très rare dans le milieu artisanal, il y a aussi le Brewmap. Mais n'oubliez pas aujourd'hui aussi que parmi vous, il y a certains qui commencent à fabriquer le soft et par exemple le hard seltzer. Eux aussi, ils sont propices à la contamination, peut-être un peu plus haut au niveau risque.
parce qu'il n'y a pas le houblon et dans le soft, il n'y a pas d'alcool non plus. Et donc là, on a le brut lab qui est aussi de lactique. La différence entre les deux, c'est que pour le bière, le brut pâle, en fait, ça détecte le gène de résistance au houblon, donc la présence de houblon dans la bière. Et dans la partie lab, on détecte le même lactique, mais en fait, on utilise un sonde différente. Et le levure sauvage aussi, c'est quelque chose à prendre en compte avec le soft, surtout quand on utilise par exemple les fruits. Les fruits souvent sont couverts de levure sauvage. Donc, ça, c'est ma avant-dernière slide. Donc, juste pour résumer par rapport au VeriFlow et en tant que solution pour votre brasserie, l'idée, évidemment, c'est que d'identifier l'apparence d'une contamination avant qu'en fait, il y ait un impact sur la qualité de vos bières ou vos boissons, et idéalement, avant l'engagement dans la mise en conditionnement, que c'est en bouteille, canette ou fût, par exemple. Dans le pire des cas, évidemment, le plus coûteux, c'est en fait carrément un rappel sur le marché de l'eau contaminée. Avec une solution qui, en fait, où vous devenez en fait proactif sur le plan contrôle qualité, l'idée c'est une meilleure maîtrise de votre ligne de fabrication. Et en faisant ça, vous allez par définition protéger vos marques. Et qui dit protéger de marque, bière de qualité dit des clients finaux qui sont satisfaits. Je vous laisse avec cette question. C'est quoi en fait pour vous le coût de non-qualité? Je pense que ça c'est un point très important et très lié avec la présentation que Valentin a fait par rapport à la partie de nettoyage. Et ça, c'est quelque chose que je vous laisse. Si jamais vous voulez nous contacter, j'ai mis mes coordonnées et celles de Jordan, mais on a deux autres collègues, dont j'avais dit aussi, qui sont aussi sur le terrain. On peut prendre contact pour faire une visite, éventuellement une démonstration chez vous pour vous montrer la facilité. Et un petit aussi pour B2Beer et mon collègue Jordan qui a fait apparaître tout récemment un article qui va dans la même veine de présentation que je viens de faire par rapport en fait l'intérêt d'augmenter ou évoluer, faire évoluer le contrôle qualité en 2020.